Bonjour, bienvenue. Merci d'être avec nous. L'Instant Joyeux, l'émission du professeur Henri Joyeux qui est avec nous. Bonjour professeur. Bonjour Marc. Ravi de vous retrouver. Et je voudrais, au nom de toute l'équipe, vous remercier encore une fois et vous souhaiter avec un petit peu d'avance. Alors il ne faut pas dire merci. Un très bon anniversaire. Ah, c'est demain. C'est demain. C'est demain. Mais voilà, comme on enregistre aujourd'hui et que demain je ne vous aurai pas, je voulais vous souhaiter un très bon, merci beaucoup. Très bon anniversaire en grande forme. Bien entendu, avec vos recommandations. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien et c'est une très bonne chose. Voilà. On va parler d'un sujet très intéressant, encore une fois, aujourd'hui, que vous avez choisi. Il s'affiche sur l'écran, s'appelle le goût et l'odorat. Et ça a été sans doute une des thématiques qui est revenue le plus souvent pendant la période Covid. Eh oui. Le goût, l'odorat, perdu par beaucoup de gens suite à ce virus. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique aujourd'hui? Eh bien, c'est une prise de conscience que l'on doit au Covid. Parce qu'effectivement, ce vilain virus, coronavirus, est allé enflammer des zones de notre palais de la découverte. Nous avons un palais de la découverte. Ça veut dire plaisir. Ouais. Mais ce n'est pas simplement le goût, c'est aussi l'odorat. Et tout ça fonctionne d'une manière absolument géniale. Au niveau de l'organisation anatomique, de l'organisation physiologique, du fonctionnement. Et c'est vrai que lorsque nous consommons quelque chose, nous devrions préalablement toujours le sentir. Et comme vous l'avez parfaitement écrit sur l'écran, sentinelle de notre santé. Alors, sentinelle de notre santé, attention, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que quand vous perdez le goût et l'odorat, c'est quand même un problème. Mais vous risquez de ne pas vous en rendre compte. Et là, je m'adresse aux personnes de mon âge qui avancent tous les jours et qui perdent sensiblement et insensiblement une partie du goût et de l'odorat. Pourquoi? Parce qu'ils ne les stimulent pas. Ils mangent toujours pareil, ils vont au même resto, ils ont le même plat. Ils ne font plus attention à ces deux sens majeurs qui ont été les premiers de notre vie. Ça veut dire que quand on rentre dans l'âge, oui, on perd régulièrement. Tout doucement. D'accord. Mais si on s'en rend compte, on va stimuler. L'important, c'est de s'en rendre compte. Alors, il faut bien comprendre que ce sont les deux premiers sens de notre vie, in utero, dans le ventre de maman, quand on est dans la piscine, là, en train de nager. Donc déjà, si maman prend du citron, le goût du citron traverse le placenta et arrive à bébé, qui va aimer le citron, je simplifie, ou le chocolat, comme vous voulez. Mais en même temps, quand bébé va naître, si vous mettez deux mamans sur le même lit, qui ont eu le même, chacune un bébé, bien entendu, qui sont habillés de la même façon, parfumés de la même façon, vous mettez le bébé au milieu, il ira vers sa maman. Pourquoi? Parce qu'il en a l'odeur. Vous voyez? Il a eu le goût avec l'eau, entre guillemets, qui était dans sa piscine du liquide amniotique. Donc, les deux premiers sens que nous avons, c'est le goût et l'odorat. Quels sont les deux derniers? C'est le goût et l'odorat. Quand nous consommons le plat. Donc, ça veut dire que le mot sentinelle que vous avez mis est excellent parce que ça veut dire, attention, prenez garde à ne pas le perdre sans vous en rendre compte. Ça veut dire que si je vous mets un carré de chocolat en vous fermant les yeux sous le nez et que vous me dites je ne sais pas ce que c'est, il y a un problème. Il y a un problème, ben oui. Donc vous pouvez tester, ou une rose, et vous voyez qu'il y a des roses qui sentent la rose et puis d'autres qui sentent que dalle. Bon, donc quand on offre des roses à sa femme, il faut des roses bio, vous le savez bien. Bon. Donc ça c'est un point capital, c'est l'organisation de notre palais des découvertes, du goût et de l'odorat. Alors, nous avons des récepteurs, nous avons une organisation anatomique absolument géniale. Alors, je ne suis pas otorhinolaryngologiste. Qui sont les spécialistes? Mais j'ai soigné des cancers de cette zone, malheureusement, parce que c'est épouvantable comme type de tumeur et comme évolution. Et ce qu'il faut dire, c'est que le grand public a besoin de comprendre comment ça se passe. Vous voyez, c'est pas simplement je mastique, j'ai des dents, j'ai de la salive, des choses aussi simples que ça. Ou j'ai le goût du sucré, du salé, le goût maintenant des Japonais qui nous ont dit il y a umami. Alors j'ai appris ça à de mes petits enfants qui s'amusent parce que mami c'est sa grand-mère et umami ça veut dire pour lui c'est bon. C'est-à-dire qu'il commence à parler japonais, si vous voulez. Bon, umami, ça veut dire c'est bon, je me régale, si vous voulez. Mais ça n'a pas de sens particulier. C'est très subjectif. Voilà. Donc, il y a des bons goûts, il y a des bonnes odeurs. Nous avons des récepteurs à la pelle. Qui c'est qui a le meilleur odorat? C'est l'ours. Un ours brun, par exemple, eh bien, il sent le phoque 3 mètres sous la flotte ou sous la glace. D'accord? Et un ours polaire ou un ours des Pyrénées, par exemple, à 30 km, il sent la nourriture. Ce n'est pas notre cas. Alors, nous n'arriverons pas à avoir une telle capacité. Cependant, ce qui est sûr, c'est que nous ne travaillons pas suffisamment notre goût et notre odorat. Et en particulier notre odorat. Alors, ce que vous préconisez aussi, et c'est vrai que
chez les tout-petits. Oui. C'est là que ça commence. Mais bien sûr. L'apprentissage, Mais bien hein, sûr, bien le sûr. palais des saveurs qui s'entretient Tout à évidemment fait. à l'âge adulte, mais qui se travaille, qui s'embellit aussi lorsque on est tout petit et qui commence. Tout Et là, commence là. ça veut dire les fruits. Oui. Ça veut dire les fruits, ça veut dire que dès qu'un enfant a des dents, c'est-à-dire autour de 6 mois, il a ses premières dents, 6 mois après sa naissance, cette dent vous parle, en ce sens qu'elle vous dit « fais-moi croquer quelque Ouais, chose ouais, ouais. Vous prenez un bout de pomme, vous craquez le début, et puis il va commencer à racler avec ses dents. Et ensuite, il va le mettre sur sa langue. Et vous regarderez un bébé, donc qui a à peine 6 mois, il va garder ça dans la bouche. Il tourne, qu'est-ce qu'il fait il repère le goût. Il repère le goût, donc déjà, vous lui faites sentir avant, alors autant possible, un fruit de qualité, d'un agriculteur qui est proche de chez vous, plus ou moins bio, mais de proximité. Et donc, l'enfant va être formé à cela. Et vous avez les saisons. Et les saisons, c'est des fruits qui sont différents. Ça veut dire qu'il faut faire utiliser notre goût et notre odorat, parce que si nous ne l'utilisons pas à cet âge, qu'est-ce qui va se passer quand vous en aurez 80 ? Cet apprentissage du goût et des saveurs, du goût et de l'odorat, on le perd à un moment donné Oui. quand on se retrouve face à des enfants qui ne veulent pas manger de légumes ou qui insistent parce que voilà, qui font la colère à table. Ils veulent des pâtes. On a tous connu ça. Oui, bien Voilà. sûr. Que faire? Alors, je vais vous donner la technique la meilleure. Vous avez toujours une belle assiette à la maison de votre arrière-grand-mère. Ou peu importe, vous trouvez la plus belle assiette de la maison et là, vous allez dessiner un visage ou quelque oui. chose, ou une voiture ou un cheval sur cette assiette avec des éléments de fruits. Une banane, des morceaux de cerises parce que c'est l'époque, ou bien de fraises, ou bien de pommes, ou bien de poires, etc. Vous pouvez dessiner un visage et vous allez le faire avec l'enfant. Et l'enfant, vous allez lui dire après, on va le manger. C'est une salade de fruits que vous lui préparez. Donc vous le faites jouer sur le système, si vous voulez, avec l'organisation. Et puis après, quel goût ça a? C'est bon, c'est pas bon? Bah, j'aime pas. Bon, pourquoi tu n'aimes pas? Pourquoi ça pique? Ça pique pas? Vous allez avec des mots simples. Et puis, va arriver un moment où l'enfant aura davantage je dirais, de sélection et de mots pour pouvoir s'exprimer. Et je pense que ce que l'on oublie beaucoup chez un enfant, c'est de lui demander d'exprimer. C'est pas simplement c'est bon ou c'est mauvais. Et puis aussi, il faut lui expliquer la santé. Moi, j'ai des petits-enfants, ils vous diront ce que c'est que la vitamine C, où elle est. Oui, mais ils sont conditionnés. Oui, ils sont conditionnés. Ils sont c'est vrai. conditionnés, Oui, ils sont déjà tout dès parent, le départ. Tout parent peut conditionner C'est son vrai, petit. oui, bien sûr. Il suffit de le conditionner sur des choses qui sont des choses utiles à sa santé. Mais c'est vrai que parfois, on a tendance à céder pour ne pas rentrer dans une espèce de Alors, dualité comme ça. Oui, entre, c'est vrai, on cède toujours. On cède, mais oui. il faut céder sur des choses accessoires. Donc le côté ludique, très important. Très important. Et ça, c'est pour évidemment la salade de fruits qui, à mon avis, ne sera pas nécessairement un gros problème. Oui. En revanche, les légumes. Les légumes, Oui. quand vous commencez à arriver avec des courgettes, avec Comment des vous les navets, faites cuire avec... Oui, ça, c'est le problème, c'est la cuisson. C'est-à-dire, autant que possible, faire manger le plus près de l'état naturel qui vient de la terre, de ce que vous donne la terre. Alors, vous n'allez pas manger les pommes de terre qui sont crues, mais vous allez les faire cuire à la vapeur douce. Ça veut dire que vous allez être obligé de craquer, de croquer pour avoir le côté al dente de l'aliment, ce qui veut dire que vous allez lui donner à cet aliment le maximum de ses saveurs pour que l'enfant ou l'adulte puisse en profiter et en même temps, plus vous lui donnez la saveur, plus vous aurez la santé. Donc, il y a un parallélisme, si vous voulez, ou une complémentarité entre goût, odorat et santé. Ça, c'est capital. La malbouffe qui parle est pas de la évidemment, malbouffe, bien oui, sûr. et la malbouffe. Alors ça, on n'est pas dans une génération, notamment la génération de nos enfants et notre génération aussi, on est très impacté par cette malbouffe. Oui. Et alors là, en termes de goût et de saveur, on est à l'opposé. Alors, vous avez des faux goûts ou des fausses saveurs, des exhausteurs de goût, ça s'appelle comme ça, oui. qui sont faux, si vous voulez, qui sont faits par l'industrie agroalimentaire et qui sont destinés à rendre addict du produit, c'est-à-dire à en consommer plus, à y revenir. Toute nourriture industrielle, a priori, je dirais, il ne faut pas exagérer en disant c'est dangereux pour la santé, mais elle n'est pas bonne pour l'entretien de notre santé. Vous voyez. Donc, nourriture industrielle de temps en temps, pourquoi pas? Aller au McDo de temps en temps, pourquoi pas? Mais aller au McDo toutes les semaines, voilà, non. Il faut utiliser ce que la nature nous donne, les fruits, les légumes, et le végétal a beaucoup d'odeur et beaucoup de goût. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'industrie agroalimentaire? C'est qu'ils vont mettre ces exhausteurs de goût dont je vous parlais pour vous stimuler. Voilà. Et à ce moment-là, vous en avez besoin et vous en avez re-besoin. Surtout, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est la mémorisation. Ah, la mémorisation,
c'est un petit peu la Madeleine de Proust, si vous voulez. Et cette mémorisation est très importante. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la vie, qu'est-ce qui se passe? C'est la mémorisation qui s'atrophie. C'est-à-dire que nous avons au centre du cerveau ce qu'on appelle l'hippocampe, une zone de mémorisation. Je simplifie, il n'y a pas que celle-là. Et cette zone de mémorisation, elle peut s'atrophier. Une personne qui démarre un Alzheimer, vous faites une IRM de son cerveau, vous demandez le volume au radiologue de son hippocampe, il vous dit il a 3,5 cm3 de diamètre, etc. Bon, très bien. S'il continue à évoluer vers l'Alzheimer, il va tomber à 2,5, de 3,5 à 2,5. Il atrophie, exactement comme je peux atrophier mon biceps parce que je ne l'utilise pas. C'est exactement la même chose. Donc, il faut bien comprendre qu'avec le Covid, qu'est-ce qui s'est passé? Quand vous attrapez la grippe, d'ailleurs, entre le Covid et la grippe, c'est souvent la même chose. Aujourd'hui, quand vous avez une bonne grippe, on vous dit que vous avez le Covid. Pourquoi? Parce que le test répond Covid. En réalité, ça ne veut rien dire. Vous avez un virus qui attrape la zone otorhinolaryngologique et qui va enflammer, ça c'est très important, la zone otorhino, c'est-à-dire à la fois le fond de votre palais de la découverte, palais des saveurs, mais aussi la partie haute, ce qu'on appelle le rhinopharynx, où là, dans le nez, vous n'imaginez pas le nombre de récepteurs qui sont présents, de petits nerfs qu'on ne peut pas disséquer, qu'on ne peut pas voir, qui montent vers des lobes, ici olfactifs. Ces lobes olfactifs mesurent à peu près entre 11 et 27 mm3. Vous attrapez une bonne grippe, un bon coronavirus, vous doublez le volume. Ça veut dire qu'ils sont enflammés. Un peu comme je prends un coup quelque part, j'ai pris un coup, j'ai une inflammation, un petit hématome. À partir du moment où vous avez cette inflammation locale, Tintin, vous n'avez plus le goût et l'odorat. Mais ne vous inquiétez pas. Soit on va vous donner un petit traitement anti-inflammatoire pour réduire le volume, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Quand les gens perdaient l'odorat et le goût, surtout l'odorat, on leur donnait 3-4 jours de corticothérapie, c'est-à-dire de cortisone si vous voulez, pour réduire l'inflammation. Ça y est, je retrouve mon odorat. Et ce qui s'est passé, c'est que comme on ne l'a pas dit ou on ne s'en est pas rendu compte, bien très souvent on est rentré dans des Covid longs. C'est-à-dire des gens qui se sont retrouvés un an plus tard, j'ai toujours pas le goût et l'odorat. Alors la stimulation, ça c'est un sujet absolument capital. Et vous avez aujourd'hui des centres de stimulation pour stimuler votre goût, votre odorat. Moi je le fais le plus simplement possible, c'est avec le thym. J'ai écrit un bouquin là-dessus sur le thym et le chirurgien. Bon, alors le thym, vous avez des chémotypes différents. Vous avez le thymol, le thuyanol, le géraniol, etc. Bon, et vous avez des petits flacons dans lesquels vous avez des thym différents. Vous prenez dans ce petit flacon un tout petit peu de thym et vous allez le sentir. Bon, alors vous répondez, c'est du thym. Oui, d'accord, mais on va vous faire travailler. C'est-à-dire qu'on va vous donner les 5 flacons différents, de chémotypes différents, et vous allez devoir différencier. Alors ça veut dire qu'il faut se concentrer, vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous dites oui, celui-là, c'est pas tout à fait le même que celui-là. Vous êtes en train de récupérer. Et c'est une excellente stimulation pour les personnes âgées. Alors j'ai fait ça une fois ou deux dans des maisons de retraite, il faut voir ça, c'est fabuleux. Dans les maisons de retraite, quand ils sortent dans le sud de la France, ils vont dans la garrigue. Et vous les trouvez à genoux en train de renifler le thym et le romarin. Oui, bien sûr. Et quand ils ne le sentent pas, ils sont à côté les uns des autres. Tu le sens toi? Non, je ne sens pas. Mais tu as un problème, hein, tu dois avoir un Alzheimer. Donc c'est une stimulation amusante mais utile. Est-ce que l'on peut perdre, professeur, le goût ou l'odorat comme ça, de manière Brutale. assez brutale, sans nécessairement avoir une bonne grippe ou l'effet d'un médicament ou quelque chose comme Oui, ça? alors le problème c'est que vous allez vous en rendre compte brutalement, mais peut-être que vous l'avez perdu depuis déjà un petit moment. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que quand nous avons un aliment dans notre palais de la découverte, il faut le garder assez longtemps. Oui. Et si vous le gardez, vous allez le mastiquer. On n'a pas des dents que pour la photo, on a des dents, elles sont toutes bien organisées en haut comme en bas. Ici, c'est la zone qui bouge le plus de notre organisme avec nos yeux. Et ici, c'est la zone qui ne bouge pas. Mais tout ça, c'est fait pour mastiquer les aliments avec des dents en haut, des dents en bas. Donc pour faire la purée. Mais faire la purée, pourquoi? Parce qu'il faut envoyer dans notre estomac des éléments qui sont pâteux et non pas des éléments qui sont solides. Sinon, l'estomac n'est pas content, il vous renvoie le flux et ça fait du reflux. Bon, donc, ce qui est important, c'est de bien se rendre compte que nous mangeons trop vite. Regardez, comme je vous disais, un petit enfant qui mastique quelque chose, comptez le nombre de fois où bouge son maxillaire inférieur, vous trouvez 25-30 fois. Et nous, 1, 2, 3, avaler. 1, 2, 3, les frites. Et elles descendent, et elles descendent, et elles descendent. Et ça, c'est une erreur, si vous voulez. Et c'est très dommage parce que ça va influencer négativement notre santé, notre mémorisation, notre avenir. Pas simplement psychologique. Parce que le jour où vous vous rendez compte que vous commencez à le perdre, vous avez la trouille.
Et vous vous dites, je vais voir le docteur. Le docteur vous dit, ok, je vous envoie chez le neurologue. Le neurologue, il vous dit, alors, qui c'est le président de la République cette année? Alors vous vous trompez, vous ne savez plus si vous êtes en mars, en avril ou en mai, etc. Ça y est, et vous vous dites, je rentre dans la zone neurodégénérative. C'est ça. Est-ce qu'on a déjà eu des cas de perte d'odorat ou de goût irréversibles? Oui, après une intervention chirurgicale. Je vais prendre un exemple. Vous avez des cornets ici. On appelle ça des cornets. C'est pas comme un cornet à glace, mais c'est des petits cornets qui sont à l'intérieur de notre nez. Il y a inférieur, moyen et supérieur. Vous le regarderez dans les dessins qu'a fait mon épouse dans le bouquin là-dessus, qui s'appelle Le goût et l'odorat, simuler les sentinelles de votre santé. Et ces cornets sont d'une extrême importance parce que d'abord, ils filtrent l'air que nous respirons. Normalement, nous prenons l'air par les trous de nez et nous le sortons par la bouche, sauf que quand nous parlons, c'est autre chose. Bon. Donc, il y a une filtration de l'air pour, je dirais, sélectionner les mauvaises choses par rapport aux bonnes choses, les odeurs qui vont passer. Bien. Le problème, c'est que si vous êtes un gros consommateur de produits laitiers, si vous avez des polypes au niveau de la zone otorhinolaryngologique, qu'est-ce qu'on vous fait? Vous êtes gêné, vous ne sentez pas bien les choses, vous êtes souvent enrhumé, ça coule, que ci, que ça. Vous allez voir l'ORL, et là, les ORL ne savent pas suffisamment, ils interviennent parfois. Ils interviennent, et si vous intervenez dans cette zone, vous risquez de perdre l'odorat. Et de le perdre de manière définitive. Ou bien dans toutes les chirurgies plus ou moins esthétiques de la zone, des gens qui se font refaire le nez, qui se font refaire ceci, qui se font refaire ça. Attention, nous avons dans toute cette zone du palais à la fois naso-pharyngé en arrière et du nez, nous avons une sensibilité extrême. Et donc, quand on va mettre le bistouri là-dedans, quand on va mettre de la fulguration pour essayer de réduire ces cornets qui sont trop importants, ce qu'il faut, c'est changer nos habitudes alimentaires. Et j'ai vu comme ça des personnes, vous leur dites, supprimez les produits laitiers de votre alimentation, le yaourt, le lait, le fromage, etc., que vous prenez en excès. Il ne s'agit pas de dire de ne pas en consommer. Que vous prenez en excès, commencez à le supprimer complètement. Et dans un mois, dans 2 mois, vous allez voir que ça change tout. Vous respirerez mieux. Vous n'aurez plus les problèmes de risque de sinusite. Sinusite, ça veut dire quoi? Sinus. Nous avons sinus maxillaire, sinus frontaux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De l'air. À partir du moment où vous enflammez tout ça, qu'est-ce qui se passe? Vous l'enflammez, il y a du liquide dans les sinus, vous n'avez plus de l'air, vous avez mal à la tête. Alors vous avez de la migraine, alors vous avez des problèmes et vous êtes sans arrêt à essayer d'aller voir un ORL qui vous donne des antibiotiques, ou bien qui vous draine vos sinus. Vous perdez le goût et l'odorat. Et vous risquez de le perdre de manière définitive. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir un ORL, mais ça veut dire qu'il faut dire aux ORL, donnez-moi des conseils nutritionnels, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre davantage sur le goût et l'odorat. Il y a des études scientifiques faites par l'INSERM, aussi bien en France qu'à l'étranger, au Danemark, en Suède, etc., que je cite dans le livre, qui sont absolument passionnantes. Vous n'imaginez pas combien le goût et l'odorat sont travaillés en ce moment. Et suite au Covid, il y a eu des études qui ont été poussées à fond et des financements qui ont permis de faire des découvertes fantastiques. Alors, il y a les questions. Il y a les questions, évidemment, c'est le principe des questions, c'est le principe de cette émission. Si vous avez envie, d'ailleurs, au travers des émissions que propose le professeur, lui poser des questions sur les thématiques sélectionnées, vous pouvez le faire. Ça s'appelle tout simplement émission henrijoyeux@gmail.com. Voici une première question de Janine. Quels sont les facteurs qui peuvent influencer la perte du goût à l'odorat? Le premier, je dirais, c'est quand vous avez pendant l'hiver ce qu'on appelle une bonne grippe, alors quel que soit le virus de cette grippe, où vous avez une inflammation de la zone, en particulier de la zone nasale, oropharyngée, avec des amygdales qui sont un peu augmentées de volume. Vous ouvrez la bouche devant un miroir et vous voyez vos amygdales là-bas en arrière, au-dessous de votre, ce qu'on appelle le palais, si vous voulez, et au-dessous de chaque côté de la luette, et vous avez les amygdales qui sont enflammées. Vous avalez, ça me fait mal. Maman, ça me fait mal. Ou le grand-père, il dit, j'ai mal à la gorge. Bon, il faut absolument réduire cette inflammation avec, moi je dis souvent, des gargarismes, de l'eau chaude, du miel, une petite cuillerée de rhum, tout ça, vous allez arranger tout ça. Donc, c'est la zone inflammatoire qui est trop fréquente parce que nous ne sommes pas suffisamment conscients de l'importance de ces 2 sens, comme je vous ai dit, depuis la naissance jusqu'à la fin de la vie. Et nous ne respectons pas suffisamment parce que nous ne savons pas. Donc c'est pour ça que ce livre que je relisais encore ce matin avant cette émission, à mon avis, est très important, et surtout pour les personnes âgées qui n'ont pas conscience
de la sentinelle de leur santé. C'est-à-dire, on peut déjà leur annoncer que ça va tourner mal. Voyez? Donc c'est le moment de stimuler des choses qui sont sympathiques, à la fois par la consommation de davantage de fruits, davantage de légumes, et puis donc plus de végétal, et puis prendre son temps pour que les glandes salivaires fassent leur boulot. N'oublions pas que les glandes salivaires, on a 2 parotides, 2 sous-maxillaires, 2 sublinguales, elles peuvent bosser chez un adulte comme nous et fabriquer 1,5 litre de salive. Vous voyez, 1,5 litre, des grandes bouteilles de salive. Donc ça, c'est absolument essentiel. Donc pour les plaisirs, parce que goût et odorat, c'est orienté vers le plaisir. Donc le plaisir de consommer, de manger, de partager avec d'autres. Donc les facteurs qui peuvent influencer, c'est l'inflammation locale de cette zone. Je me souviens je fais souvent le parallèle, notamment quand vous parlez de la mastication. Lorsqu'on donne à manger aux enfants, aux petits-enfants à la cuillère, on se dit parfois, mais qu'est-ce qu'il est lent. Qu'est-ce qu'il est long. Oui, il a raison. Et il passe son temps à mastiquer pendant de longues minutes. Et c'est lui qui a raison. Oui, alors on lui dit avale. Mais oui, parce qu'on est pressé. Mais enfin, oui, exactement. Mais c'est lui qui a raison. Mais c'est lui qui a raison. Exactement. Très bon exemple. Question. Alors, les principales affections, maladies qui peuvent affecter le sens du goût et l'odorat, donc toutes les inflammations que vous pouvez avoir. Alors, évidemment, ce ne sont pas que des inflammations de type grippal. Vous avez aussi des inflammations qui sont liées à des maladies plus graves qu'on appelle des lymphomes. Le lymphome, lymphe, c'est le système lymphatique, c'est le système immunitaire. Et nous avons dans cette zone un système immunitaire qui est fabuleusement organisé, Marc. Fabuleusement organisé. Pourquoi? Parce que ce que nous mangeons n'est pas stérile. Nous mangeons ce que la terre nous donne, parfois plus ou moins bien nettoyé. Le petit, il est par terre en train de toucher la terre et puis il met ça à la bouche, etc. Donc ça veut dire que nous soyons adultes, que nous soyons enfants, nous ne sommes pas soumis à des choses qui sont sans germes. Ça veut dire sans virus, sans bactéries, sans champignons. Ce sont des intrus, entre guillemets, pour notre corps. Mais nous avons un système immunitaire qui fait que l'intrus, le système immunitaire le repère. Et comment il le repère? Parce que nous avons, d'une part, les amygdales, qui ne sont pas les amygdales du cerveau. Il y a des amygdales parce qu'elles ont des formes d'amandes. Dans le cerveau, c'est une autre chose. Mais nous avons des amygdales en grosse forme d'amande au fond de la gorge qui ont un rôle absolument essentiel pour le système immunitaire. Nous avons également ici des ganglions tout le long du cou qui jouent un rôle essentiel de protection. Donc tout ce que nous consommons et qui passe par notre palais de la découverte n'est pas stérile. Ça, c'est important à inventer. Donc, si ce n'est pas stérile, ça veut dire que, si vous voulez, le créateur de la vie, ou du moins l'architecte de la vie, appelez-le comme vous voulez, eh bien, il a mis en place un système de protection. Il est déjà là. Et nous l'avons aussi partout dans le thorax, dans le ventre, au niveau des bras, au niveau des aisselles, un système de protection. Ici, j'ai un système de protection d'un éventuel panarie de mon doigt. Mais là, j'ai un système de protection de toutes les choses éventuellement qui pourraient m'agresser. Staphylocoque, streptocoque, protéus, tout ce que vous voulez, nous avons tout ce qu'il faut pour être protégé. Seulement, si vous avez deux mauvaises habitudes alimentaires, si vous êtes un hyper angoissé, si vous êtes un hyper stressé, vous risquez de développer des pathologies immunologiques qui font que un cancer de cette zone peut arriver. Nous avons des virus. Par exemple, le papillomavirus, quand il est ici dans cette zone, il peut être là tranquille, vous avez un bon système immunitaire, vous l'éliminez. Si par contre vous êtes fatigué, si vous êtes dans un état de dépression immunitaire, quelle qu'en soit l'origine, vous pouvez avoir une véritable prolifération de ce virus, papillomavirus, dans la zone otorhinolaryngologique qui vous donnera un cancer de la langue, de l'amygdale, du système immunitaire. Donc cette protection est essentielle. Et je voudrais insister sur un autre point, c'est que lorsque nous avons de l'anxiété, eh bien nous avons tendance à perdre le goût et l'odorat. Oui. Donc ça aussi, c'est un point essentiel. Donc ça veut dire que si j'ai eu une période d'anxiété, pour quelles qu'en soient les raisons, je rentre à la maison, ok, si je prends mon verre de vin, avant de le picoler d'une manière stupide à toute pompe et de faire un cul sec comme font les Russes avec la vodka, eh bien je le goûte. Je vais de la droite à la gauche de mon palais, en haut, en bas, je le goûte. Parce que j'ai eu, si vous voulez, une anxiété de la journée qui fait que le soir, je sais que j'ai pu abîmer mon système de protection et mon système de référence du goût et de l'odorat. Vous voyez, ce sont des choses sympas. Absolument, c'est essentiel à savoir. Une question de Jean-Pierre, 34 ans, de Digne-les-Bains.
Oui, alors écoutez, ça c'est très simple. Ce qu'il faut, c'est et chez les personnes qui en sont privées, c'est-à-dire qu'ils l'ont perdu. J'en vois pas mal, j'en ai vu beaucoup, et moi je leur dis, il faut un bandeau sur les yeux, et vous demandez à votre conjoint, à votre enfant, de vous mettre des choses sous le nez. Voilà. Ensuite, si vous ne sentez pas, vous regardez. Là, vous allez mettre un autre sens en jeu, c'est-à-dire celui de la vision. Bon. Et tiens, vous dites, oui, c'est vrai, je me disais c'est peut-être du chocolat, mais j'étais pas sûr. Et quand vous regardez, ah oui, maintenant je sens le chocolat. Ça veut dire qu'il y a une véritable jonction entre nos différents sens, et je vous fais remarquer que audition c'est par là, la vision c'est par là, le goût, l'odorat c'est par là, c'est quand même monumental. Nous avons ici, dans cette zone, une capacité de mémorisation fabuleuse. Et cette mémorisation, elle est vitale pour une vie d'un siècle. Si vous commencez à perdre doucement l'audition, si vous commencez à faire une DMLA, parce que vous mangez mal, au lieu de prendre vos 2 œufs à la coque tous les matins au petit déjeuner avec du jaune liquide, eh ben vous avez votre rétine, vous changez les cellules de la rétine tous les 10 jours. Marc, les gens, vous leur demandez, monsieur, vous avez quel âge? Ah ben j'ai le même âge que vous, j'ai 77 ans. Ah ben formidable. Et votre rétine, elle a quel âge? Ben 77 ans, monsieur. Mais non, elle a 10 jours. Comment, ma rétine, elle a 10 jours? Mais oui, vous refaites en permanence, donc il faut la nourrir, il faut mettre de la bonne essence dans votre corps. Toutes ces notions-là, je les ai mis dans le livre sur Centenaire en pleine forme, où j'ai expliqué toutes les modifications de vie de nos cellules. Cellules de mon foie, une bonne année. Cellules de mes poumons, 2 ans. Cellules de mon pancréas, 3 mois. Cellules de ma langue, 10 jours, je les refais. Cellules de mon odorat, tous les 3 mois. Vous voyez, toutes ces notions-là sont absolument fondamentales et je ne comprends pas qu'on n'ait pas des émissions de télé, sauf la vôtre. Et c'est là qu'il faut absolument que les gens regardent, au lieu de regarder des conneries sur des chaînes classiques, qui viennent sur ABC Talk, où ils auront des choses pour leur santé. C'est la chaîne Santé Bien-être. Absolument. Voilà. Il y a une question aussi qui est revenue, alors qui n'est pas dans celles qui ont été sélectionnées, mais suite à une opération chirurgicale, la perte de goût, la perte de l'odorat arrive, vous l'avez exprimé tout à l'heure, et parfois même une perte de plaisir sur quelque chose qu'on appréciait auparavant. Exemple, le café. Une personne qui adorait prendre sa petite tasse de café et qui, suite à une opération chirurgicale, ne supporte plus l'odeur du café. Ça s'appelle des inversions. Et effectivement, il y a des inversions qui ne vont pas toujours dans le sens du bon vers le du mauvais vers le bon, mais plutôt du bon vers le mauvais. Donc ça veut dire que, si vous voulez, c'est un petit peu la question, traitement efficace pour établir, vous n'avez pas besoin d'aller à l'hôpital. Vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin de vous dire, qu'est-ce que j'aimais jusqu'à présent? Pour les fleurs, par exemple, si je prends l'exemple des fleurs, ou pour tel ou tel aliment, pour tel ou tel, le chocolat, tel ou tel fruit. Personne par qui exemple, dit, je ne peux plus supporter le chocolat. Vous-même, vous n'êtes plus... Non, je connais quelqu'un le chocolat. qui dit, voilà, monsieur, je déteste le chocolat. Parce qu'il était trop habitué peut-être au chocolat au lait. Il faudra qu'il prenne du cacao. Moi, je prends du cacao tous les jours. Et je vais vous dire, c'est des questions d'habitude. Question d'habitude, il faut forcer. Je voyais récemment une dame, quand je lui ai dit que je prenais un petit déjeuner avec du cacao, en plus du café, etc. Elle me faisait, bah. Bon, je dis, vous avez essayé? Bon, elle vous dit, bah, c'est pas bon. Elle n'a même pas essayé. Elle commençait par essayer. Seulement, si elle prend un cacao minable, qui est le banania, si vous voulez, évidemment, c'est le sucre qui domine sur le chocolat. Qui a bercé notre enfance. Hein. Mais voilà, mais bien sûr. Oui, évidemment. Oui, mais en plus, vous prenez le cacao, c'est de l'eau, hein, je rappelle. Hein. Avec de l'eau. On est bien d'accord. C'est pas du chocolat au lait, attention. On est bien d'accord. Hein, c'est pas un cacao au lait. Exactement. Quoi. Et alors, donc, sur cette perte de goût, après une opération, ça revient? Oui, alors... Ça dépend quelle a été l'intervention chirurgicale. Vous comprenez, si on vous a ratissé, comme je disais, les cornets de chaque côté, vous risquez de jamais retrouver. Bon, moi je connais une personne qui a été opérée pour des problèmes d'esthétique, elle est absolument furieuse parce qu'elle l'a perdu, elle n'avait pas été prévenue. C'est là qu'il faut que l'ORL, le chirurgien ORL, ça a un peu changé, parce que maintenant, je dirais, le chirurgien, d'une manière générale, est plus conservateur. Conservateur de l'esthétique, conservateur des fonctions. Vous voyez, bon, donc, or, les fonctions du goût et de l'odorat sont aussi importantes que des fonctions d'évacuation avec les sphincters et tout ça. C'est les plaisirs de la vie. C'est là que j'aimerais que des collègues otorino-laryngologiques puissent nous écouter pour en parler avec nous et qu'ils se rendent compte. Les jeunes le savent. Les anciens, vous savez, à l'époque,
tous les gosses qui avaient des amygdales, on enlevait les amygdales dès qu'ils avaient la moindre grippe. C'est une absurdité totale. Maintenant, on le sait. C'est comme on enlevait l'appendice à tous les gosses. Maintenant, on le conserve. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne faut pas enlever l'appendice ou enlever les amygdales quand il y a une infection globale. Ça, c'est sûr. Mais avant, c'était abusif. Et donc, on abîmait toutes ces choses-là parce qu'on n'était pas conscient. On vous disait, les amygdales, ça ne sert à rien. Ne servent à rien. L'appendice, il ne sert à rien. Mais pas du tout, mon ami. C'est de l'immunité. C'est vos défenses immunitaires. Donc, tout cela, maintenant, on le sait. À l'époque, il y avait un chirurgien à Paris qui ne faisait que des appendicectomies. Il avait même écrit un bouquin en disant que l'appendice était inutile, qu'il fallait l'enlever à tout le monde, et qu'avec ça, on pourrait avoir une croissance meilleure, on pourrait avoir ceci. C'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, on le sait. Le système immunitaire, je dois dire que le sida nous a beaucoup appris. Syndrome d'immunodépression acquise nous a beaucoup appris. Le coronavirus, le Covid-19 nous a beaucoup appris, bien qu'on ait fait beaucoup de bêtises. Bon, c'est déjà pas mal. Prenons ce qu'on a appris et laissons les bêtises de côté. Je me souviens des amygdales qu'on m'a enlevé à l'âge de 3 ans. Ah oui. Et la quantité de glace qu'on Ah m'a oui, demandé oui, de oui, manger derrière. Pour enlever la douleur. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et bien ça sûr. se fait, c'est toujours le cas? Ah, c'est On toujours fait le manger cas. des glaces? Oui, oui, oui. Ah oui. On fait manger des glaces ou bien on vous met des glaçons, on vous fait prendre de l'eau pour calmer la douleur. Ok. Ça, c'est clair. Mais vous savez, il y a très peu d'enfants pour lesquels aujourd'hui il faut enlever les amygdales. Hein. On vous donne un traitement antibiotique bien ciblé ou surtout, le mieux, c'est la propolis. Alors là, je vais me faire assassiner. Pourquoi? Parce que j'utilise un produit de la nature. Je prépare actuellement un livre là-dessus, en plus de celui qui s'appelait Les abeilles et le chirurgien, qui va s'appeler Les trésors de la ruche pour votre santé, qu'on va présenter d'une manière très médicale, en pédiatrie, en ORL, en stomatologie, en dentisterie, etc. Donc la propolis a des vertus absolument fabuleuses, scientifiquement prouvées, attention. Seulement les labos, ça ne les intéresse pas, il n'y a rien à gagner. Allez, question encore sur cette thématique du Comment goût et le de goût et l'odorat. l'odorat interagissent-ils pour nous permettre de percevoir les saveurs? Il y a une interaction que j'explique dès le premier chapitre du livre sur le goût et l'odorat. L'odorat est premier. Mettez-vous bien ça dans la tête. Ça veut dire que si l'odorat est premier, souvenez-vous que quand vous arrivez à la maison de votre grand-mère et que vous sentez le plat de votre enfance, vous le sentez dans l'escalier, vous le sentez dans le couloir, et tout de suite, ça y est, c'est votre grand-mère qui va vous accueillir et vous savez quel est le plat préféré qu'elle vous a préparé. Donc, c'est bien l'odorat. Et ensuite, vous allez vous régaler avec le goût. Donc n'oubliez jamais que l'odorat est premier, n'oubliez jamais que l'odorat, vous refaites les cellules de votre odorat tous les 3 mois et que les cellules de votre palais des saveurs de la langue, vous les refaites tous les 10 jours. N'oubliez pas que vous avez 27 muscles dans la langue, 27 muscles, et que quand on parle, on la bouge beaucoup, quand on mange, on la bouge beaucoup, et que vous avez là un carrefour aérodigestif, carrefour, quand je respire, je fais rentrer l'air vers ma trachée, vers mes poumons et à la sortie. Et quand je mange, je ferme avec une épiglotte, je ferme la voie respiratoire pour que mon aliment, ma purée, ma cerise, ma fraise n'aille pas vers mes bronches, mais vers mon estomac. Mais c'est génial, vous n'imaginez pas comment c'est génial. Et donc, on devrait être à genoux devant, si vous voulez, cette organisation fantastique de cette zone du corps, sans parler du reste. Nous parlerons des autres endroits une autre fois. Oui, et quand vous parlez de ce grand architecte, évidemment, alors chacun, évidemment, il met, il met le nom qu'il veut, on se dit quand même que la nature a fait quelque chose d'absolument fascinant. Fascinant, fascinant. Et que nous risquons beaucoup de l'abîmer. Nous, médecins, même quand nous faisons de la reconstruction chirurgicale, quand on refait un sein, quand on refait ceci ou cela, bon, on ne fait pas mieux que la nature, que ce que la nature a donné. Et c'est là qu'il faut parler à des jeunes. Je voyais récemment des statistiques où beaucoup de jeunes vont se faire des changements, ceci, cela. Alors c'est les tatouages de la tête aux pieds. Bon, pourquoi pas. Un petit tatouage sur l'épaule, pourquoi pas. Mais c'est une méconnaissance de soi. Donc je réfléchis à ça parce que je voudrais essayer de faire passer à des jeunes dans un livre simple qui ne serait pas une BD, mais quelque chose, ou alors dans une vidéo, quelque chose pour leur dire, mais attention, le corps que tu as, mais il est pour toi, il est absolument génial. Heureusement qu'il est différent de ton voisin. Seulement les gens regardent sans arrêt les pépés, les nanas, les mecs qui sont comme ça à faire les beaux et ils se disent je voudrais être comme lui. C'est un problème de mimétisme. Oui. Et le philosophe René Girard en parle très très bien en disant nous fonctionnons de deux façons. D'une part le bouc émissaire
Quel est celui qui me fait du mal? Quel est celui qui fait que je ne peux pas faire ceci ou cela? Et en même temps, le mimétisme. Je veux la même bagnole que mon copain. On est dans un monde d'image. Ben oui, c'est ça. On est dans un monde d'image et donc c'est pas mauvais, le monde d'image. On se réfère systématiquement à ce que l'on voit, à ce qu'on compare. Voilà. On compare. C'est vrai que c'est souvent problématique. Question de Nadine. Alors, conséquences physiques et psychologiques, la question est très bonne. Du perte du goût à l'odorat, c'est la déprime. D'une part, parce que maintenant, vous avez compris que si vous l'avez perdu, et je pense que ceux qui nous ont écoutés, quel que soit leur âge, ils se mettent tout de suite dans la journée à voir comment ça se passe. Et s'ils l'ont perdu, pas d'affolement. Vous allez stimuler, vous allez vous mettre au boulot, pas un boulot pénible, parce qu'il s'agit de goûter peut-être plus de fruits, de sentir davantage les aliments que vous allez consommer, mais si vous maintenez les conséquences physiques de cette perte du goût et de l'odorat, vous aurez des conséquences psychologiques négatives, c'est-à-dire un petit état dépressif. Et n'oubliez pas, là, je m'adresse aux personnes de mon âge, première des choses, c'est l'hydratation. En plus, il fait chaud. En plus, oui. On va avoir du 40 degrés un peu partout, bon, très bien. Donc, il faut picoler. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre que de la flotte. Moi, j'ai déjà commandé quelques bouteilles de vin rosé pour l'été, bien glacé. Avec modération. Ben, bien sûr, avec modération. Mais il faut savoir se faire plaisir. Et le rosé, quand vous l'avez, quel que soit le vin que vous allez prendre, il faut le goûter, mon ami. Il ne faut pas siffler la bouteille comme ça. Il faut le partager avec les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Et à partir de l'expression, on va stimuler et on va modifier notre état psychologique négatif. Voilà. Or, notre société, de ce côté-là, a besoin d'être stimulée dans le positif. On a beaucoup de déprimes. Vous savez, est-ce qu'on entend sur les télés aujourd'hui? Il vaut mieux écouter la télé d'ABC Talk. Merci. Merci. Enzo, tiens, à Turin, en Italie, qui me pose cette question. Comment peut-on prévenir la perte de goût? Vous savez, par exemple, que vous allez, votre femme, votre conjoint, votre enfant qui vient de l'école et qui va vous balancer un bon petit virus, et vous savez que le gosse, il a attrapé un coronavirus ou un virus de la grippe. Donc, vous allez l'attraper. Non. Pas attraper, vous allez l'accueillir. Ça veut dire que pour accueillir ce virus que votre enfant, que votre conjoint est en train de vous apporter, vous allez prendre du zinc. Alors si c'est la période des mois en R, mars, avril, mai, juin, des huîtres, de mars à septembre. Pourquoi? Parce que dans les huîtres, vous avez du zinc. Donc des fruits de mer, je ne dis pas que les huîtres. Oui. Vous avez du zinc. Vous allez, pendant que vous êtes à la mer, là, vous n'avez pas d'huîtres quand vous êtes à la mer parce que les mois de juin, juillet, août, les huîtres, elles sont en train de se préparer pour les autres 6 mois. Mais vous allez prendre de l'eau de mer. Quelques bonnes petites tasses ne vous feront pas de mal. Ben oui, c'est assez salé, tout à fait d'accord. Mais c'est iodé. Vous avez du zinc. Vous avez aussi des virus, mais ce sont des bons virus, ne vous inquiétez pas. Il y a des milliards de virus dans l'eau de mer, qu'elle soit la Méditerranée, qu'elle soit l'océan, quel qu'il soit. Bon, et tout ça, c'est bon pour notre santé. C'est bon pour notre système immunitaire. Mais où est-ce que vous trouvez un verre d'eau de mer? Quinton. C'est le sérum de Quinton. Le sérum de Quinton, c'est quoi? C'est un laboratoire très intelligent, parce que René Quinton était un type qui regardait très loin, il n'est plus de ce monde, mais qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que dans l'eau de mer, il y avait des choses fantastiques, très comparables à notre plasma. Qu'est-ce que c'est mon plasma? Je prends mon sang, je le fais déposer dans un petit flacon, et je vais avoir les globules rouges qui vont au fond, et au-dessus, je vais avoir le plasma qui est plus clair. Ce plasma ressemble beaucoup au niveau composition à l'eau de mer. N'oubliez pas que nous sortons de la flotte. Nous n'avons pas été un poisson, je suis d'accord avec vous. Mais il n'est pas moins vrai que dans l'évolution darwinienne, nous sommes partis d'une cellule qui était dans l'eau, et puis à partir de là, on est devenus des dinosaures et tout ce que vous voudrez. Bon, donc, je crois que la prévention, c'est accueillir. Vous allez avoir cet hiver, vous allez attraper quelque chose. Bon, je le sais. Non, je vais accueillir. Je vais être accueillant pour quelque chose qui va arriver. Ça veut dire que je vais consommer plus de fruits, de légumes de l'hiver, c'est-à-dire des oranges, des citrons, etc. Je vais faire attention d'avoir des noix, des amandes, etc., des fruits secs de qualité. Je vais boire moins que je ne bois pendant l'été, bien sûr. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas mon petit verre de vin ou mon petit apéritif. Et en même temps, je vais accueillir en prenant une quantité de zinc et de vitamine C. Retenez bien zinc et vitamine C. Zinc, c'est la mer, l'eau de mer, les poissons, les fruits de mer. Ensuite, le zinc, vous pouvez l'avoir sous forme de gélules, bien entendu, sous forme de comprimés. Mais moi, je ne suis pas pour prendre des comprimés et des gélules. Parce que dès que je prends une gélule, j'ai l'impression que je suis malade. Vous comprenez? Bon, donc,
Et consommez beaucoup de vitamine C que vous avez dans les fruits. Voilà, vous n'avez pas besoin d'aller prendre de la cérola à la pharmacie. Sinon, si vous prenez 4 grammes de vitamine C à la pharmacie, dites que vous payez la moitié parce qu'il y en a 2 qui foutent le camp dans les urines. Voyez. Donc, bon, vous en avez quand même 2 grammes, c'est déjà pas mal. Mais le mieux, c'est de consommer beaucoup de fruits, de bien les mastiquer, de se régaler. Fruits de saison, évidemment, et les fruits frais. Et les fruits frais, bien sûr. Bien entendu. Question d'Étienne, 63 ans à Nanterre. Alors, les principales méthodes de diagnostic, vous savez, nous n'avons pas de capteur particulier. Tout est subjectif et objectif. Qu'est-ce qui est subjectif? Ben, vous me dites que ça a un goût sucré. Tiens, pour moi, ça peut avoir un goût salé. Alors, si vous, c'est sucré, moi, c'est salé, il y a un problème, chez l'un ou chez l'autre. Bon, donc, il n'y a pas de méthode d'évaluation sous la forme d'un scanner, une IRM, une prise de ceci, une prise de... Non, c'est le patient lui-même. C'est pour cette raison que dans la société aujourd'hui vieillissante, du papy-boom que je connais bien, il faut vraiment être conscient de ce que notre goût et notre odorat fonctionnent et comment ils fonctionnent. Donc ça, c'est subjectif. Et cette subjectivité, vous la transformez en objectivité parce que quand je vais prendre tel aliment qui a tel goût, chez vous, il doit avoir quand même le même goût que pour moi. Bon, c'est du salé, c'est du salé. Vous mettez sur le bout de la langue, il vous dit c'est salé, c'est sucré, vous le mettez sous les lèvres, il ne vous le dit pas. Voyez. Donc ça, c'est un point très important. Je me souviens un jour d'une de mes premières petites filles, nous en avons un bon petit paquet de petits-enfants avec 21 petits-enfants, où sa maman me dit, tu sais, elle n'aime pas les mandarines. Ah, j'écoute, c'est très simple. Tu vas mettre une petite tranche de mandarine sur ses lèvres, simplement, voilà. Et puis tu vas me raconter, après tu me fais un petit film pour voir ce que ça donne. Alors elle m'envoie le petit film et qu'est-ce que je vois? Je vois la petite qui prend ça et puis elle se concentre. Eh oui. Elle se concentre. Voilà. Oui. Alors ma fille me dit elle n'aime pas. Tu vois, elle n'aime pas. Je dis pas du tout. Ne me dis pas qu'elle n'aime pas. Elle se concentre. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quoi ça? Et puis elle le fait partir des lèvres sur sa langue. Elle y met le bout de la langue où il y a la sensibilité, la sensorialité. D'accord? Bon, et puis ben, après elle m'a dit, mais ouais, elle aime les mandarines. Mais bien sûr qu'elle aime les mandarines. Il n'y a personne qui n'aime pas les mandarines. Celui qui dit qu'il ne les aime pas, c'est qu'il ne sait pas les manger, qu'il ne sait pas les mastiquer, voilà, qu'il ne sait pas les goûter. Vous voyez? En même temps, quand vous repérez, par exemple, vous êtes chasseur, vous mangez du gibier, vous repérez le plomb qui est dedans. Votre langue vous dit, alors, et vous ressortez le plomb. Bon, on a une sensibilité, une sensorialité de notre langue qui est absolument prodigieuse. Et tout ça, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai fait ce livre, et c'était pendant le Covid. Je me suis régalé, franchement. Et même, j'ai appris des choses pour moi. Je fais très, très attention maintenant. Et ma femme me dit, mais tu as changé. Ben oui, il faut changer, surtout quand on vieillit, il faut changer, essayer de se rajeunir. Exactement. Voilà. Allez, nouvelle question de Bénédicte, qui est à Lons, 49 ans. Quels sont les aliments ou les odeurs qui peuvent contribuer à stimuler ou à rétablir le sens du goût, l'odorat? Moi, je dirais, ça dépend de chacun. Bon, moi, je suis très santé sur les fruits, donc les fruits, c'est à fond, et quelles que soient les saisons, j'ai absolument aucun problème. Bon, c'est vrai que j'aime le chocolat, mais certains préféreront le café. Vous avez la cannelle, par exemple. Bon, vous avez beaucoup de produits que la végétation nous donne. Je dirais, il n'y a pas de technique particulière, sauf de utiliser et de garder dans le palais des saveurs et de le mettre assez longuement sous le nez à l'entrée de notre nasopharynx, de nous concentrer pour savoir véritablement ce que c'est. Dans le sud, on a tout ce qu'il faut, les odeurs de la Provence. Quand vous arrivez dans certaines régions d'Espagne, bon, vous vous dites, en fermant les yeux, ben ouais, je suis là. Quand vous sentez le cumin, pour moi le cumin, je suis au Maroc, vous voyez, ou je suis en Algérie. Bon, donc vous avez des odeurs particulières. Quand vous êtes dans le métro à Paris, alors là, moi je fais la grimace, quoi. Voilà. Il y a des odeurs. Voilà, les odeurs du métro. En même temps, vous respirez un tas de choses. J'ai l'impression qu'ils ont un peu changé là. Depuis peu de temps, il y a quelques petits shit qui ont dû être faits. Quand je suis en Lozère, je sens la Lozère. Vous voyez. Bon, donc il n'y a pas d'aliment particulier ou d'odeur particulière. Choisissez ce qui vous fait plaisir, mais élargissez la palette. Alors, est-ce que vous aviez entendu parler de ce système olfactif qui est développé parfois, que l'on diffuse dans les rues, pour vous inciter à aller acheter tel ou tel produit dans les boulangeries, par exemple? Ils ont mis en place ce genre de choses. Bien sûr. Alors, ce sont des odeurs. C'est du marketing. C'est du marketing. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, mais par exemple, vous allez dans une bibliothèque. Dans une bibliothèque, vous pouvez être attiré par un livre par son odeur. C'est vrai.
Voilà. Parce que c'est l'odeur de votre grand-père qui était en train de lire ce livre, etc. C'est vrai. Mais c'est très bien. Et vous allez tomber sur les fables de La Fontaine ou sur Ésope ou je ne sais qui. Voilà. Donc, non, tout ça, c'est passionnant. Stimulons goût et odorat et nous irons vers la santé. Voilà. Il n'y a pas de loi particulière. David a 22 ans, il est Entre à la perte Paris, du il vous goût et pose cette question. Oui, alors, bon, on a parlé des inflammations de nature grippale, mais si vous arrivez à 22 ans déjà à les pertes du goût et de l'odorat, là, vous avez un gros travail à faire. Et évidemment, à vérifier quand même les zones ganglionnaires. Il y a eu encore des études récemment, les ganglions chez les enfants. Faire attention, un ganglion qui est chez un enfant, ça peut être un nodule thyroïdien, ça peut être un petit problème immunologique chez cet enfant, un problème dentaire avec une réaction sur les ganglions ici. Non, je dirais des liens entre la perte du goût et de l'odorat et certaines... Oui, il y a des maladies sous-jacentes, donc là il faut aller voir un spécialiste. Le premier spécialiste, c'est la zone otorhinolaryngologique, donc c'est un médecin otorhinolaryngologique qui va vous examiner et qui va vous tranquilliser. Je voyais récemment un médecin généraliste qui me disait, dans le sud de la France, j'ai 50% de mes patients, ils viennent me voir, voilà, je vais bien, mais je voudrais savoir si je ne suis pas malade. Vous voyez la trouille qu'il y a? C'est incroyable. Mais moi, je dirais à ces personnes, n'allez pas voir votre médecin, commencez à vérifier si votre goût et votre odorat, ça va bien. Il n'y a que vous qui pouvez le modifier. Le vérifier. Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre voisin, ce n'est pas votre fils, c'est vous. Si vous vérifiez que de ce côté-là, ça va bien, bah, vous êtes déjà sur un bon chemin. C'est un marqueur de confiance. Un marqueur et une bonne sentinelle. Exactement. Ouais, absolument. Une dernière question. Comment le sens du goût et de l'odorat évolue-t-il avec l'âge? Existe-t-il des moyens? Ils évoluent dans la descente. Hein. Ils évoluent vers la descente, ça veut dire combien il est important de stimuler. Vous voyez, je vais donner un exemple très précis. Avec ce coronavirus, on vous a assommé de vaccination. Bon, moi j'ai beaucoup réfléchi là-dessus, j'ai beaucoup travaillé, j'ai regardé les publications, j'ai veillé et j'ai réveillé. Veillé et réveillé. Moi j'ai veillé et j'ai réveillé les autres. Est-ce que je suis parti vers une vaccination les yeux fermés? Pas du tout. Je suis à fond pour les vaccins. À fond pour les vaccins. Mais pas n'importe quoi. Pas n'importe quoi. Moi je veux des vaccins qu'on ne va pas me multiplier comme ça de vaccin en vaccin. Savez-vous que le vaccin ARN messager, que Moderna ou de l'autre, normalement, vous avez 10 doses. Je voyais encore récemment quelqu'un qui a eu ses 4 doses, qui l'a attrapé, qui était absolument furax. Et ben, je lui dis, ben oui, parce que pour toi, vaccin égale, j'évite la maladie. Mais tu t'es fait avoir de A à Z. Et il t'en reste 6 doses. Ah non, non, j'en veux plus. Et pourquoi il me reste 6 doses? Parce que le gouvernement a mis 10 doses au total. Donc ça, c'est une arnaque totale, parce que c'est une arnaque des laboratoires pharmaceutiques. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher une information de qualité. Et c'est ça que je trouve intéressant sur votre télévision, c'est que vous nous permettez de dire les choses. Si je vais sur certaines télés, ils vont me couper. Ça m'est déjà arrivé, ils me coupent. Pourquoi? Parce que vous avez des lobbies qui ne peuvent pas supporter que nous disions des vérités scientifiques avec des preuves scientifiques, mais qui ne vont pas dans le sens du marketing. Le marketing, je suis pour, mais sous la forme d'un marketing de vérité. Mais vous savez, au-delà du lobby, professeur, il y a aussi un truc qui est absolument effrayant, c'est les contradictions qu'il y a entre professionnels de santé. Voilà. Ça, c'est terrible. Et ça, au niveau de l'opinion publique, quand vous n'êtes pas évidemment médecin et que vous ne connaissez pas les tenants, les aboutissants, soit d'un vaccin, d'un médicament ou d'une pratique médicale, vous avez raison. C'est effroyable d'entendre des professeurs qui ont fait le même même serment, qui ont fait les mêmes études, qui lisent sans doute les mêmes analyses. Ils ont oublié le serment d'Hippocrate. Parce qu'ils ont des liens d'intérêt. Et ça tombe très bien, parce que quand vous avez des médecins qui arrivent sur des plateaux comme ça, vous devez leur demander au départ les liens d'intérêt. Est-ce que j'ai des liens d'intérêt avec le laboratoire qui permet de faire tel médicament, tel ceci, tel cela? Bon, or, ce qui s'est passé, c'est qu'à la télé, sur les grandes télés nationales, vous avez que des profs qui avaient des liens d'intérêt. C'est aujourd'hui totalement démontré. Vous voyez, ils ont attaqué certains collègues de très très grande qualité, qui étaient des top niveaux au niveau scientifique, ils les ont attaqués, mais ils avaient des liens d'intérêt monumentaux, alors que celui qu'ils attaquaient n'en avait pas. Bon, ça c'est un autre sujet, oui, un autre mais débat. Ça veut dire qu'il faut discerner, mais vous avez compris, le discernement est essentiel. Mais c'est là où effectivement ça crée un doute dans l'opinion publique qui est effrayant. Mais les laboratoires en profitent. Pourquoi? Parce que vous allez faire passer, quand il y a un doute important, vous allez faire passer quelqu'un qui va contrer. Par exemple, si moi j'ai dit certaines choses qui ne plaisent pas à un labo, ben le labo va se débrouiller, m'ayant écouté, pour aller dire exactement l'inverse que j'ai dit,
sans m'attaquer directement, parce que je risque de lui faire un procès. Mais en disant, mais non, tout ça, vous inquiétez pas, vous pouvez consommer, c'est excellent pour votre santé, etc. Mais vous savez que j'ai eu très souvent l'occasion de discuter avec des médecins généralistes ou des spécialistes, et qui savent qu'on travaille ensemble et que vous faites les émissions. Ah, ça et qui à chaque fois, mais bien sûr, et à chaque fois qu'ils me disent, mais franchement, c'est de l'ancienne médecine. Voilà. Non, c'est la médecine de demain, Marc, c'est la médecine intégrative. Et ce que nous faisons dans la médecine intégrative, c'est d'utiliser la médecine officielle de qualité qui a fait des progrès considérables au niveau thérapeutique. Je connais bien dans le domaine de la chirurgie, la chimiothérapie et du cancer, progrès considérables. Mais il y a aussi des compléments que l'on peut utiliser dans notre vie de médecin, dans notre vie de malade, quand nous avons des maladies particulières qui peuvent être utiles pour supporter les traitements. C'est ça la médecine intégrative. Et il ne faut pas s'opposer et opposer la médecine dite hyper-scientifique à une médecine avec des compléments. L'homéopathie a ses qualités. On a supprimé le remboursement, c'est une énorme bêtise parce que c'était des économies fantastiques pour la sécurité sociale, donc pour l'assurance maladie. Mais les laboratoires, eux, ils s'en foutent. Ils sont payés par l'assurance maladie. Vous comprenez? Donc, ils ne sont pas intéressés par des économies puisque eux, ils sont payés par notre solidarité nationale. En tout cas, si certains d'entre vous ont envie d'apporter une contradiction au professeur Henri Joyeux, ça sera avec joie, nous ferons une émission spéciale. Une émission spéciale là-dessus. Et d'ailleurs, on va préparer aussi une émission, parce que bien sûr, celles que vous proposez sur ABC ont suscité beaucoup de réactions, bien sûr. Parfois des controverses, parfois même de l'agressivité. Hein, ça s'appelle disputation. Non, il ne faut pas d'agressivité, il faut de la courtoisie, c'est beaucoup plus sympa. Et c'est la disputation au sens où, n'oubliez pas Marc, que j'ai beaucoup travaillé, donc je suis universitaire, je continue à travailler beaucoup. Et donc l'universitaire, si vous voulez, n'est pas supérieur aux autres, mais il a la possibilité, depuis des siècles, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer des choses qu'il sait par sa culture, parce qu'un universitaire, c'est quelqu'un qui n'arrête jamais de bosser. C'est pas simplement qui dit je suis à la retraite et je pars faire le tour du monde pour aller voir les dauphins. Quoi. Donc on préparera une émission effectivement où on va sélectionner différents arguments qui s'opposent aux vôtres. Et nous allons débattre. En disputation, en débattre d'une manière sympathique. Le goût et l'odorat, voilà l'émission avec les sentinelles de votre santé, de notre santé, ce que proposait le professeur Henri Joyeux. Merci infiniment, professeur. Avec grand plaisir. Et merci de commenter, évidemment, et de partager ces émissions comme vous en avez l'habitude maintenant. À très bientôt. Salut. Super. Parfait. Bon, on va voir si notre ami est arrivé. Ouais, on va voir ça tout de suite. Je vais couper le truc.